Comme Anthony l'a mentionné, ma présentation aujourd'hui va porter sur une partie de mon mémoire. Ma question de recherche au début était comment vivre à l'époque moderne. Sauf que c'était quand même une question vraiment large. Fait que j'ai décidé d'étudier l'œuvre de Cioran parce que je considérais que son œuvre répondait à ma question de départ. En fait, Cioran va poser des questions par rapport à nos valeurs, par rapport à nos systèmes de sens, mais aussi par rapport à la mort de Dieu. Puis en fait, j'ai voulu cibler sa réponse qui donnerait à ma question de départ. Puis je me suis rendu compte au cours de ma recherche que c'est en étudiant son rapport aux politiques que j'ai réussi à formuler une hypothèse par rapport à sa réponse à comment vivre à l'époque moderne. Donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de présenter mon hypothèse à ce sujet. Mon hypothèse se formule comme suit. Après s'être engagé politiquement, Cioran va nier le politique. En fait, il va adopter un apolitisme qui correspond plus largement à un refus de la démesure humaine. Et en fait, le politique ne serait qu'une forme de démesure, parmi d'autres. Mon objectif, ça va être d'exposer cette hypothèse et surtout d'expliquer en quoi elle révèle ce qu'il y a de fondamental dans la pensée cioranienne. Pour y arriver, je vais faire une présentation en 4 temps. Premièrement, je vais présenter le rapport aux politiques de Cioran et son évolution. Ensuite, je vais définir la démesure selon Cioran et donner l'exemple du politique. Puis, je vais présenter 2 tendances centrales de la pensée de Cioran qui expliquent pourquoi il veut rejeter la démesure. Je vais terminer en élargissant mon objet de recherche en tentant une comparaison entre Cioran et Nietzsche sur la question de la mesure. Donc, pour commencer, je vais présenter l'évolution du rapport aux politiques de Cioran, ce qui va permettre de simuler le processus qui mène au rejet de la démesure chez Cioran. Pour y arriver, je vais montrer comment Cioran passe d'un engagement politique en premier, puis adopte un apolitisme ensuite. Avant tout, il faut rappeler que Cioran commence ses œuvres avec le scepticisme. Il va établir cette position-là dans Sur les cimes du désespoir, son premier ouvrage. Il va présenter notamment son idée centrale de passion de l'absurde. Son scepticisme va se définir avec des phrases comme celle-ci, je cite, « Le monde ne mérite pas qu'on se sacrifie pour une idée ou pour une croyance. » Par contre, il va dépasser rapidement cette première posture et va s'engager politiquement. Il va adopter un style lyrique sans limite. Il va développer graduellement un engagement ambigu envers le fascisme allemand. En fait, ce qui va adopter le fascisme, c'est qu'il va être séduit par l'énergie et la vitalité de ce mouvement, qu'il va décrire quand même comme une barbarie. En fait, il va vouloir que le fascisme permette la chute de la modernité et de la civilisation occidentale par sa barbarie, afin de pouvoir créer un nouveau lieu, un lieu vide à partir duquel on va pouvoir créer des nouvelles valeurs. Donc, il n'accepte pas nécessairement les thèses fascistes qu'il sait indéfendables, mais espère que son énergie permette une destruction qui va permettre de renouveler la grandeur humaine. Par contre, c'est important de mentionner qu'à partir de 1945, Cioran va arrêter tout engagement politique et va renier son implication fasciste et va réaliser l'erreur qu'il a faite. Il va adopter à partir de là une indifférence et il va prôner l'inaction. À ce moment-là, son indifférence va se définir comme une position politique. En fait, Cioran, en étant indifférent, veut montrer le danger des absolus et des idéologies politiques. Il veut surtout montrer que l'inaction est moins dangereuse que l'action. Il va établir cette idée-là dans de nombreux passages. Par exemple, dans son œuvre Syllogisme de l'amertume, il va dire, je cite, « Qui provoque les catastrophes? Les possédés de la bougeotte, les impuissants, les insomniaques, les artistes ratés qui ont porté couronne, sabre ou uniforme et, plus qu'eux tous, les optimistes, ceux qui espèrent sur le dos des autres. » En affirmant des choses comme ça, Cioran veut limiter les catastrophes humaines en adoptant l'inaction. Il pense qu'il était incapable de croire que l'action politique puisse mener à plus de bien que de mal. C'est une posture où le désespoir offre, paradoxalement, l'espoir d'un monde moins désastreux. En approfondissant mon analyse, je me suis rendu compte ici que ce rejet de l'action révèle une tendance beaucoup plus profonde de la pensée de Cioran. Je vais maintenant tenter de présenter cette tendance, puis c'est le centre de ma présentation. Cioran va préciser son rapport politique dans ses dernières œuvres. C'est à ce moment-là que son indifférence n'apparaîtra plus comme une position politique, mais plutôt comme un rapport au monde. En fait, il rejette le politique complètement, puisqu'il considère qu'il participe à la démesure humaine. Cioran définit la démesure en l'associant aux êtres humains parce qu'il considère que les êtres humains sont la plus grande forme de démesure qui existe dans le monde. Il affirme que les êtres humains occupent une place disproportionnée dans le monde, c'est-à-dire qu'ils vont toujours enfler artificiellement le rôle qu'ils y jouent. En faisant ça, ils vont se détacher de la nature complètement et produire un déséquilibre dans le monde. Puis en fait, cette démesure correspond au fait d'être incapable de respecter ce qu'est le monde. Cioran, pour appuyer cette idée, va affirmer des choses, je cite, comme celle-ci. « L'homme, ayant violé toutes les lois non écrites, les seules qui comptent, et franchi les frontières qui lui étaient assignées, s'est élevé trop haut pour ne pas exciter la jalousie des dieux qui, décidés à le frapper, l'attendent maintenant au tournant. » Donc, l'être humain n'a pas su respecter la place qui lui était assignée dans l'univers.
Il ne s'est pas contenté du peu d'importance qui lui était accordée, et maintenant cette démesure le pousse vers sa perte. Sioran poursuit cette explication de la démesure en utilisant l'exemple de l'Occident. Sioran considère que la civilisation occidentale, c'est la forme la plus avancée de démesure. En fait, les Occidentaux, ils les pensent comme des agités, incapables d'accepter la place insignifiante qu'ils ont dans le monde. Il va dire que les Occidentaux sont obsédés par leur identité personnelle qu'ils veulent tout le temps valoriser. C'est une obsession du sujet pour lui-même que d'ailleurs Schopenhauer nommait déjà principe individuel. Sioran considère que cette tendance est un problème parce qu'elle nous empêche de comprendre notre insertion dans le tout qu'est le monde. En passant à soi seulement comme une unité autonome, on va nier la nature et cesser de chercher à avoir des rapports sains avec elle. C'est comme ça qu'on devient incapable d'avoir un rapport direct et équilibré avec le monde. On devient prisonnière de l'obsession du moi et le monde ne nous apparaît plus comme un problème que l'on doit résoudre et on pense que la seule solution que l'on puisse apporter, c'est de toujours accroître le rôle qu'on joue dans le monde pour le résoudre. Ce qui m'amène à expliquer que pour Sioran, la politique est une forme de démesure. Sioran considère que la politique se fonde sur l'action du moi dans le monde. C'est-à-dire qu'en participant aux politiques, l'être humain va toujours se croire plus grand que ce qu'il est, dans l'espoir d'enfler son rôle dans la nature, ce qui crée du déséquilibre. Pour Sioran, le politique est une agitation nuisible, c'est-à-dire que les personnes y sont aveuglées par l'espoir et les idéologies et ne comprennent plus que les êtres humains ne sont qu'une part infime d'un monde beaucoup plus grand. Pour Sioran, les personnes qui participent aux politiques vont perdre toute perspective, c'est-à-dire qu'elles vont se rendre malheureuses par leur mécontentement constant, parce que le politique pousse au ressentiment envers le monde, c'est-à-dire qu'on souhaite tout le temps que le monde soit autre chose que ce qu'il est, puisqu'on souhaite le changer. La conséquence de ça, c'est qu'on va perdre toute possibilité de trouver une consolation directement dans le monde. En le jugeant selon des critères moraux, on le juge selon des critères qui sont extérieurs à lui, et en faisant ça, on souhaite constamment que ce soit autre chose que ce qu'il est vraiment en ce moment. Donc, en s'insérant dans un tel processus politique, on nie le monde et on se détache de la vie. C'est pourquoi Sioran considère que pour regagner la vie, on doit éliminer le politique. Pour y arriver, il faut renoncer à la naïveté et à l'orgueil qui nous ont permis de nous croire importants. En faisant ça, on pourrait atteindre un monde post-histoire et apolitique où on pourrait se réintégrer au monde. Pour résumer, en participant aux politiques, Sioran considère qu'on devient des animaux indirects coupés du monde. Sioran espère que la négation du politique favorisera la fin complète de l'être humain, c'est-à-dire qu'il espère que les êtres humains sortiront de leur démesure en renonçant à tout ce qui fait d'eux des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils vont éliminer tout ce qui les distingue du reste de la nature. Donc, ils doivent éliminer leur conscience et leur esprit jusqu'à réussir à se prélasser dans l'être comme le restant du monde. C'est la seule chose qui peut nous permettre, donc, d'arrêter d'être des erreurs contre nature. En cessant d'être êtres humains, nous pouvons cesser de détruire la vie jusqu'à la réintégrer. L'objectif final est de regagner un monde inconscient où la vie va de soi. En allant plus loin dans cette réflexion, je me suis rendu compte que ce rejet de la démesure révèle deux tendances centrales de la pensée de Sioran que je vais maintenant présenter. Donc, j'arrive à la troisième partie de ma présentation. Ces deux constantes sont la proximité de Sioran avec la Genèse et aussi la volonté de respecter ce qu'est le monde, c'est-à-dire un goût de probité. C'est en m'intéressant donc aux transformations du rapport politique de Sioran que j'ai pu cibler ces tendances. C'est à ce moment que le rejet de la démesure se définit comme une lecture particulière du monde. Sioran a une proximité avec le récit de la Genèse parce qu'il considère qu'il explique particulièrement bien ce qu'est le monde puis l'évolution de l'humain dans le monde. Sioran n'a pas la foi, mais il va séculariser ce récit puis l'adapter à sa vision. Il va dire des choses comme « J'imagine parfois l'histoire universelle comme un grand fleuve du péché originel. Je lis et relis le livre de la Genèse et j'ai le sentiment qu'en quelques pages, tout y est dit. C'est une vision complète de l'homme et du monde. » Pour Sioran, la Genèse explique que le monde a commencé avec une période d'inconscience où on était parfaitement intégré dans un monde en équilibre. Dans ce monde originaire, les êtres humains respectaient la place insignifiante qui leur était accordée. Ils avaient aussi accès à un éternel présent et n'avaient pas d'inquiétude face à leur finitude. Ils n'avaient pas conscience du temps et n'interrogeaient pas leur présence au monde. Par contre, Sioran observe que cette période ne va pas durer et que le drame humain va commencer avec le péché originel. Il associe ce péché-là au moment où les êtres humains ont renoncé à leur paradis et ont goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance. C'est à partir de là que la conscience humaine apparaît et que les êtres humains vont tomber en chute dans le temps. Ils vont commencer à interroger le monde et à exiger de lui des réponses. C'est la conscience qui fait naître ce besoin métaphysique. C'est pour ça que Schopenhauer nommait les êtres humains des animaux métaphysiques.
C'est à ce moment-là que les êtres humains vont se distinguer de la nature en acquérant leur conscience. Et Sioran considère que c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont tomber dans une souffrance permanente liée à leur conscience. C'est en cherchant constamment du sens dans le monde qu'on va approfondir notre démesure et qu'on va refuser notre insignifiance. C'est pour ça que Sioran observe que les êtres humains sont devenus peu à peu des épaves détruites par la quête de sagesse et de sens. Ce raisonnement explique d'ailleurs pourquoi Sioran va constamment être nostalgique du moment précédant le péché originel. Ce qui m'amène à la deuxième constante qui définit le rejet de la démesure chez Sioran, c'est sa volonté de probité, c'est-à-dire de vivre le monde tel qu'il est. Cette volonté découle de sa compréhension de la Genèse parce qu'il lit que la connaissance et la conscience nous ont détournés du monde originaire et nous ont entraînés dans la démesure. Donc, le rejet de la démesure correspond en ce sens à la volonté de vivre le monde tel qu'il est et de rejeter toute distorsion causée par l'action humaine. Sioran va exprimer son espoir de probité en disant, je cite, « On voudrait malgré tout connaître cette réussite crépusculaire où l'on échappera à la succession des générations et au déferlement des lendemains, et où, sur la ruine du temps historique, l'existence, enfin identique à elle-même, sera redevenue ce qu'elle était avant d'avoir tourné en histoire. » Suivant cette lecture particulière, tout ce qui participe au péché originel de la connaissance est considéré comme néfaste, car favorisant l'enflure de l'être humain et aussi l'approfondissement du gouffre qui l'oppose au monde. En résumé, quand Sioran se réfère à la Genèse et quand il appelle au respect de ce qu'est le monde, il veut surtout rejeter la conscience humaine parce qu'il la définit comme responsable de notre démesure et de notre souffrance. En fait, il observe que la conscience nous empêche d'avoir un rapport direct au monde, elle nous ferait souffrir et nous force à poser des questions auxquelles le monde n'a pas de réponse de toute façon. Pour retrouver un état pré-conscience, l'être humain devrait renoncer aux idées de progrès, de devenir, de sujet, etc. Bref, il doit renoncer à tout ce qui l'éloigne de son paradis perdu. Cependant, ici, il faut que j'ajoute 2 bémols que Sioran apporterait à cette réflexion-là. Premièrement, il dirait que le refus de la conscience s'amène aussi à une perte de la grandeur que l'esprit nous donnait. Donc, il est quand même nostalgique de cette perte-là. Puis aussi, il va rajouter un élément de désespoir en disant qu'il ne croit pas vraiment que les êtres humains vont réussir à sortir de leur démesure. Il pense plutôt que les êtres humains vont continuer dans leur démesure et se détruire avant de réussir à en sortir, puis à comprendre que c'est ça qui les mène vers leur fin. À ce sujet, Sioran va dire dans La tentation d'exister, « Nous sommes tous des violents, des enragés qui, ayant égaré la clé de la quiétude, n'ont plus accès qu'au secret du déchirement. Au lieu de laisser le temps nous broyer lentement, nous avons cru bon de renchérir sur lui, d'ajouter à ces instants les nôtres. » Donc, Sioran observe que les êtres humains sont incapables de désirer revenir vers les plantes ou les animaux. Nous trouvons notre perte en souhaitant toujours être plus et jamais moins. Sioran achève sa réflexion en sa voix vaincue. Il va dire « Que faire? Où aller? Ne faisons rien et n'allons nulle part, tout simplement. » Donc, le rapport au monde de Sioran est tendu en 2 pôles. Premièrement, sa volonté de vivre, qui demeure quand même, mais aussi le constat de l'incapacité des êtres humains à retrouver ce qui leur permet de vivre, c'est-à-dire leur inconscience perdue. J'arrive à la dernière partie de ma présentation, qui porte sur la comparaison entre Sioran et Nietzsche sur la question de la mesure. J'ai voulu faire cette comparaison-là parce que je trouvais qu'en la faisant, on commençait à cibler une tendance que prend la pensée philosophique pour répondre à la mort de Dieu. Puis cette tendance-là, c'est de rejeter la démesure et de se retourner vers le monde. J'ai constaté qu'au premier abord, la pensée de Nietzsche est parfois interprétée comme une pensée de la démesure. La volonté de puissance, l'idée de surhumain sont parfois interprétées comme une libération de toutes les pulsions sans ordre. Par contre, j'aimerais ça proposer l'idée contraire, plutôt que Nietzsche serait un penseur de la mesure, ou du moins de l'équilibre entre mesure et démesure. Je pense qu'il est possible de minimalement appuyer cette idée sur 2 aspects de la pensée nietzschéenne. Je vais passer assez rapidement, c'est juste pour proposer une nouvelle hypothèse. Premièrement, la définition même de la volonté de puissance abonde dans le sens de mon hypothèse. Nietzsche la définit comme étant la structure interne qui organise les pulsions qui constituent le monde. Donc, Nietzsche dit le monde est volonté de puissance, il est organisation hiérarchique de pulsions. C'est donc une mise en ordre du monde qui se construit grâce à un équilibre entre des forces dionysiaques et apolliniennes. Donc, pour Nietzsche, le monde n'est pas démesure, il est plutôt un mystérieux équilibre entre ordre et désordre, entre mesure et démesure. C'est ici qu'apparaît la spécificité de la pensée nietzschéenne. Quand elle semble en fait dépasser la dichotomie mesure-démesure en proposant plutôt un équilibre entre les deux. Donc, pour respecter ce qu'est le monde, il ne faut pas seulement libérer toutes nos pulsions, il faut surtout les organiser hiérarchiquement afin d'accroître notre vitalité. En fait, une désorganisation des pulsions mène au contraire à une incapacité d'agir et à une plus grande faiblesse.
Nietzsche illustre cet idéal d'équilibre avec la figure de Socrate musicien. Socrate représente l'esprit et la musique représente la vie. Cet idéal réconcilie donc les deux pans, esprit et vie, à l'intérieur d'une même personne et serait donc l'idéal de Nietzsche. Deuxièmement, je peux appuyer mon hypothèse en expliquant que Nietzsche cherche à trouver un équilibre mesuré en tentant de convaincre les êtres humains de respecter ce qu'est le monde. C'est d'ailleurs pourquoi il va formuler son hypothèse de la volonté de puissance. Il va formuler la volonté de puissance afin de rendre intelligible ce qu'est le monde et espère que les philosophes sauront créer des valeurs à son image. Ces valeurs agiront comme guide pour les êtres humains et les ramèneront vers le monde. C'est une recherche d'un accord entre soi et le monde qui apparaît comme une recherche de mesure dans un certain sens. Nietzsche veut donc que les êtres humains retrouvent la mesure du monde et qu'ils cessent de nier la vie. L'objectif final est donc d'élever la vie et la seule façon d'y arriver est d'apprendre à agir à son image afin de la favoriser. En dernier lieu et rapidement, je veux aussi proposer l'idée que Sioran et Nietzsche en fait, sont très liés à la pensée antique grecque, puisqu'on peut constater que le principal critère éthique de cette pensée était le rejet de l'hubris, c'est-à-dire de la démesure. Donc, à cette époque, la démesure était la faute de celui ou celle qui ne respectait pas la place que les dieux lui ont donnée dans le monde. Et donc, afin d'éviter ce péché, il fallait prendre acte du peu d'importance que l'on a et agir en conséquence. On retrouve d'ailleurs cette idée dans le scepticisme antique de Pyrrhon, où l'acceptation de sa propre insignifiance par la suspension de notre jugement mène à une certaine forme de consolation et même de la joie. Il s'agit, on nommait cela ataraxie. Bref, cette idée d'amour de l'insignifiance et de rejet de la démesure traverse aussi bien d'autres pensées. On peut notamment penser à Camus et au mythe de Sisyphe. J'arrive maintenant à ma conclusion. Mon analyse m'a permis de cibler une tendance que prend un pan de la pensée philosophique pour répondre à la mort de Dieu. J'ai constaté que Sioran et Nietzsche entretiennent un soupçon envers le savoir dans sa tendance à nous éloigner du monde. Donc, pour y remédier, ils proposent quelque chose de très semblable. Tous les deux vont chercher à aller vers la probité en disant « Puisque nous n'avons plus de croyance en cette époque sceptique, on doit répondre au vide qui nous guette en retrouvant l'équilibre du monde, que ce soit à travers la perte de notre conscience, ça c'est pour Sioran, ou par la réconciliation entre esprit et vie, ça c'est pour Nietzsche. Ce faisant, on pourrait recommencer à favoriser la vie et peut-être même trouver un certain sens. C'est en quelque sorte notre dernier espoir, notre dernière certitude, mais surtout notre dernière illusion. Il s'agit d'un retournement complet de ce qui permettait jusqu'à maintenant la vie, ayant détruit ou affaibli tous les absolus transcendantaux. Nous n'avons plus qu'une option, se retourner vers l'immanence, absolutiser le monde et espérer que cela suffise. Pour Sioran et Nietzsche, la réponse à la mort de Dieu ne se situe donc pas sur un terrain politique. Il montre plutôt l'insuffisance du politique et même son côté néfaste. Nietzsche va résumer cette conviction en disant que, je cite, « Toute philosophie qui croit qu'un événement politique peut s'écarter ou qui plus est résoudre le problème de l'existence est une plaisanterie de philosophie, une pseudo-philosophie. Comment une innovation politique suffirait-elle à faire des hommes, une fois pour toutes, les heureux habitants de la Terre? » C'est pourquoi, pour répondre à la vie et à notre besoin métaphysique, il faut déborder du cadre politique et créer des valeurs qui nous ramènent vers la vie. Toutefois, je ne peux pas terminer sans rappeler que Sioran probablement remettra en cause l'ensemble de mon raisonnement. Est capable de résoudre la tension qui le déchire entre sa volonté de vivre et son mécontentement envers ce qu'est le monde, Sioran se lasse et désespère. Il ne croit plus en l'être humain et en sa capacité de changer ce qu'il est. Il conclut son œuvre sur une note pessimiste. Ce passage de sa dernière œuvre, Aveu et anathème, résume bien cette idée. Il dit « Peut-être faudrait-il rabaisser le débat, doter les choses du nombre de réalités, restreindre l'hégémonie de la clairvoyance, oser soutenir que tout ce qui a l'air d'exister existe à sa façon, et las de divaguer, changer de sujet. » En bref, Sioran veut quitter son obsession métaphysique et retrouver les rangs inconscients de ceux qui ne s'interrogent sur rien. Il veut retrouver le silence de la normalité, qui lui apparaît comme le dernier refuge pour ceux qui se sont lassés de tourmenter un monde qui ne leur répond jamais. Merci.